Bonjour. Ah, bonjour à toutes et à tous. Merci à Monsef pour l'invitation. Donc ma présentation en fait aura deux parties. Dans un premier temps, voilà, je vais exposer un petit peu la situation sur l'épidémie, et notamment l'épidémie non diagnostiquée au niveau national. Et dans la deuxième partie, donc, je ferai un focus sur Mayotte et sur les estimations qu'on a pu produire récemment. Super. Bon, donc voilà. Donc je commence pour pas perdre de temps. Alors, le contexte de cette présentation, vous le connaissez toutes et tous. On dispose de traitements aujourd'hui qui sont efficaces et puissants. Il est important que les personnes qui vivent avec le VIH aient accès à ces traitements de façon précoce, afin en fait de réduire le risque de morbidité et de mortalité lié au VIH. Donc il y a un bénéfice individuel pour la personne. Et ça permet aussi de réduire et d'empêcher en fait le risque de transmission du VIH à d'autres personnes lorsque la personne est traitée efficacement. Et donc il y a également un bénéfice collectif avec la réduction de la transmission du VIH. On a des outils de prévention, des nouveaux outils également qui sont très efficaces comme la PrEP, qui permettent d'avoir un bénéfice individuel et collectif, puisqu'ils permettent de réduire le risque d'acquisition du VIH et bien sûr donc la transmission du VIH au niveau collectif. Donc, dans ce cadre, c'est important de connaître son épidémie pour pouvoir informer le grand public et les autorités, notamment afin de guider les stratégies de prévention et de dépistage et d'améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, dans le but, bien sûr, d'un jour d'aller vers la fin de cette épidémie. Alors, l'épidémie est constituée de plusieurs groupes de personnes. On a les personnes qui sont non diagnostiquées, on a les personnes qui sont diagnostiquées mais pas encore suivies, et on a les personnes qui sont diagnostiquées et suivies, et celles qui ont été à un moment donné prises en charge et qui ne le sont plus, ce que j'ai appelé ici les personnes perdues de vue. Alors pour en fait estimer le nombre de personnes dans chacun des groupes et caractériser la population de chacun des groupes, on utilise trois principales sources de données. Pour les personnes qui sont, pour avoir une estimation du nombre de personnes non diagnostiquées, mais également une estimation en fait du nombre de nouvelles infections qui se produisent chaque année, également du délai entre infection et diagnostic, on va utiliser les données de surveillance de la déclaration obligatoire du VIH, donc les données sur les personnes qui découvrent leur séropositivité, les nouveaux diagnostics. Donc ça, c'est des données qui sont collectées notamment par Santé publique France. Et à partir de ces données sur les personnes qui découvrent leur séropositivité, on va utiliser des modèles mathématiques pour reconstruire l'épidémie, donc pour estimer combien de personnes ont dû être infectées dans le passé et récemment pour que j'observe en fait ce nombre de nouveaux diagnostics. Quel a dû être aussi le délai entre infection et diagnostic. Et enfin, donc une fois qu'on a ces estimations du nombre de nouvelles infections et du délai, on peut estimer le nombre de personnes non diagnostiquées. Donc voilà. Ça, c'est pour la première source de données. Ensuite, pour les personnes qui sont diagnostiquées et pas encore suivies, on utilise notre estimation du nombre de personnes non diagnostiquées et des données issues de cohortes de patients suivis pour le VIH en France, et notamment les données de la cohorte FHDH, donc la cohorte hospitalière sur l'infection à VIH, voilà, qui nous permettent d'avoir des données donc, sur les personnes suivies. Et enfin, pour les personnes qui ont été prises en charge et qui ne le sont plus ou qui le sont encore, on va utiliser les données de l'assurance maladie. Parce qu'il faut savoir que l'assurance maladie, enfin, ces dernières années, pour le VIH, mais pas que pour le VIH, pour plusieurs maladies en fait, chroniques, ont développé des algorithmes qui permettent, à partir de données de remboursement de soins, notamment, ou d'hospitalisation, qui permettent d'avoir une estimation du nombre de personnes qui ont été prises en charge pour le VIH. Donc ça va permettre d'avoir une estimation du nombre. Et ensuite, pour caractériser la population donc, qui a été prise en charge, on va à nouveau utiliser des données sur les cohortes de patients qui sont suivis pour le VIH. Donc la cohorte FHDH. Et là, on va avoir plus d'informations sur les personnes qui sont suivies pour le VIH, puisqu'on va avoir par exemple leur groupe d'exposition, on va savoir si elles sont traitées ou pas, on va savoir si les résultats de charge virale, etc. Donc voilà les trois sources de données qu'on utilise, et à partir de ces trois sources de données, on estime chacun des groupes, et ensuite on fait la somme pour pouvoir avoir une estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH en France. On estimait qu'en 2018, il y avait un peu plus de 170 000 personnes vivant avec le VIH en France, et 2 tiers, c'était des hommes.
parmi ces personnes vivant avec le VIH, 86% étaient diagnostiquées. Parmi les personnes vivant avec le VIH, 76% traités. Et parmi les personnes vivant avec le VIH, on avait donc 74% qui avaient une charge virale contrôlée. Donc vous savez qu'en fait, l'ONU-SIDA a fixé des objectifs en fait, pour cette cascade de la prise en charge qui devait être atteint en 2020 et des objectifs à atteindre en 2030. Donc, en 2020, il s'agissait d'avoir 90% des personnes vivant avec le VIH diagnostiquées, 90% des personnes diagnostiquées sous traitement antirétroviral et 90% des personnes sous traitement antirétroviral avec une charge virale contrôlée. Si on atteint ces 3,90, au final, on devrait avoir 76% des personnes vivant avec le VIH avec une charge virale indétectable. Et donc, d'ici 2030, il s'agit d'atteindre 95, 95, 95. Donc, où est-ce qu'on en était par rapport à ces objectifs en 2018 en France? On en était à 86, 88, 98. Donc, indépendamment, on n'avait pas atteint chacun des 90, mais globalement, on avait 74% des personnes avec une charge virale contrôlée. Donc, on était au-delà du seuil de 73% fixé par l'ONU-SIDA. Donc, malgré en fait, cette proportion importante de personnes vivant avec le VIH avec une charge virale contrôlée, il y a un nombre de nouvelles infections qui continue à être assez élevé et à être, on va dire, assez stable, en tout cas par rapport aux estimations qu'on pouvait avoir, qu'on peut faire jusqu'en 2018. Donc là, vous avez des estimations du nombre de nouvelles infections. Donc en noir, c'est l'estimation moyenne, le point noir, le rond noir, et autour, vous avez l'incertitude de ces estimations. Et donc, c'est des estimations annuelles entre 2010 et 2018. Donc, comme vous pouvez le voir, en 2018, on avait près de 6000 nouvelles infections, et ce nombre était relativement stable, avec quand même une petite baisse, on va dire, au cours des années 2010, mais une baisse légère. Donc ça, c'est les estimations nationales, globales. Ici, vous pouvez voir les estimations du nombre de nouvelles infections, mais par sexe. Donc, en bleu, les hommes et les femmes en violet. On peut voir que la dynamique chez les femmes est très stable au cours des années 2010. Chez les hommes, on voit qu'il y a une petite tendance à la baisse. Et donc, on a à peu près 2/3 des nouvelles infections qui surviennent chez les hommes et 1/3 chez les femmes. Donc ça, à nouveau, c'est des estimations du nombre de nouvelles infections qui surviennent chaque année. Mais là, on les a par groupe d'exposition. Donc, en vert, ici, là, en vert, vous avez les HSH, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes nés en France. Ensuite, ici, en rouge, vous avez les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger. Ensuite, en orange, les hommes hétérosexuels nés à l'étranger. En rose, les hommes, les HSH nés à l'étranger. Ensuite, les hommes hétérosexuels nés en France. Et ensuite, les femmes hétérosexuelles nées en France. Et enfin, les personnes usagères de drogues injectables ici. Donc, ce qu'on peut voir sur ces estimations donc, de la dynamique de l'incidence, c'est qu'il y aurait eu, pour les HSH nés en France, une diminution quand même non négligeable du nombre de nouvelles infections au cours des années 2010. Peut-être également chez les hommes hétérosexuels nés à l'étranger, mais les intervalles de confiance restent larges. Et par contre, il y aurait eu une augmentation du nombre de nouvelles infections chez les HSH nés à l'étranger. Et pour les autres groupes, on va dire que c'est resté relativement stable au cours des années 2010. Alors ici, c'est à nouveau pour chacun des groupes d'exposition. J'ai remis ce que je viens de vous présenter, les estimations des nombres de nouvelles infections. C'est ce que vous voyez en noir, ici. Donc le point noir, l'estimation moyenne, avec autour l'incertitude. Pour chacun des groupes d'exposition. Donc ici, on a les HSH nés en France, les HSH nés à l'étranger. Mais ce que j'ai rajouté également chaque année le nombre de personnes qui sont nouvellement diagnostiquées en France. Donc les nouveaux diagnostics, c'est les barres en gris. Et ce qu'on voit en noir, c'est les nouvelles infections. Ce qui est intéressant à voir pour deux groupes, et donc les situations sont différentes pour les deux groupes, mais notamment pour les HSH nés en France, on peut voir quand même que depuis 2013, notre estimation du nombre de nouvelles infections, donc en noir, est inférieure au nombre de personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année. Donc ça voudrait dire
que depuis en tout cas, on va dire 2013, il y aurait un nombre de personnes du coup non diagnostiquées qui diminue, puisqu'en fait on diagnostique plus de personnes qu'il n'y a d'infections. Donc ça, c'est plutôt une tendance positive. Et bien sûr, le fait que le nombre de personnes non diagnostiquées diminue va permettre également de contribuer à diminuer le nombre de nouvelles infections, à faire en sorte que l'incidence continue de diminuer. Il n'y a pas que ça, il y a également sûrement d'autres dispositifs qui ont permis de faire ça, tels que peut-être la PrEP également, qui a été donc mise à disposition à la fin des années 2010. Donc voilà pour les HSH nés en France. Par contre, si on regarde la même chose pour les HSH nés à l'étranger, on voit un phénomène inverse. On voit que depuis, au cours des années 2010, le nombre de nouvelles infections qu'on estime est supérieur au nombre de nouveaux diagnostics. Donc, il y aurait peut-être une augmentation en fait du coup du nombre de personnes non diagnostiquées, mais quand en fait on parle également des personnes nées à l'étranger, il faut interpréter ces chiffres avec précaution parce que nous, ce qu'on estime, c'est un nombre de nouvelles infections qui survient chez des personnes qui vont être diagnostiquées en France. Ça ne veut pas dire que toutes ces nouvelles infections, elles sont survenues dans le territoire français. Et notamment, on sait que pour les personnes nées à l'étranger, une proportion peut survenir avant la migration, même s'il y a des études qui ont montré, notamment l'étude Parcours en Île-de-France, chez les personnes hétérosexuelles, il y a des études également en cours pour faire ça chez les HSH, qui ont montré qu'une part non négligeable des infections chez les personnes nées à l'étranger surviennent après la migration. Et donc, j'y reviendrai un peu par la suite. Donc voilà. Donc bon, tout ça pour dire que pour les HSH nés à l'étranger, on ne voit pas cette diminution en fait du nombre de nouvelles infections. Et donc la dynamique ne va pas forcément dans le bon sens, même si on ne sait pas si toutes ces infections surviennent après la migration. Et pour les autres groupes, en fait, on voit que les estimations du nombre de nouvelles infections qu'on peut faire sont très proches en fait du nombre de diagnostics. Donc, en fait, on aurait une épidémie on aurait un nombre de personnes non diagnostiquées qui reste assez stable. Alors, pourquoi, en fait, on a un nombre de nouvelles infections qui continue d'être élevé? Une des raisons, c'est que la couverture en prévention était insuffisante. Et l'autre raison, c'est que le délai entre infection et mise sous traitement reste long. Et pourquoi ce délai entre infection et mise sous traitement reste long? C'est parce que le délai entre infection et diagnostic reste long. C'est ce que vous pouvez voir en fait sur cette figure-là de gauche. C'est des délais médians en années. Le premier délai, c'est le délai entre infection et diagnostic. Ensuite, c'est le délai entre diagnostic et entrée dans le soin. Ensuite, entre entrée dans le soin et mise sous traitement. Et ensuite, entre mise sous traitement et charge virale contrôlée. Des délais en année, des délais médians, ça veut dire que pour le délai entre infection et diagnostic, 50% des personnes vont apprendre leur diagnostic, vont découvrir leur séropositivité plus de 3,3 ans après l'infection et 50% moins de 3,3 ans après l'infection. Donc des délais qui restent longs. Par contre, une fois qu'on est diagnostiqué, en général, pas pour tous, mais en général et pour la grande majorité, ces délais restent courts. Donc ça, c'est l'estimation du délai global. Et si on regarde ces délais en fait entre infection ici et diagnostic pour chacun des groupes d'exposition, on peut voir que ces délais restent longs pour tous les groupes d'exposition. Néanmoins, ils sont un peu plus courts pour certains. Ils sont plus courts pour les HSH nés en France ou nés à l'étranger. On est en dessous de 3 ans. Et pour les femmes aussi, hétérosexuelles, qu'elles soient nées en France ou nées en France ou bien nées à l'étranger. Ces délais restent relativement courts par rapport aux délais qu'on peut voir chez les hommes hétérosexuels, qu'ils soient nés en France ou nés à l'étranger. On a des délais qui sont en général de 4 ans ou supérieurs à 4 ans. Et ça, c'est en fait un phénomène qu'on voit dans toutes les régions. Quand on a pu faire des estimations régionales, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Donc, s'il y a des délais entre infection et diagnostic, forcément, il y a des personnes non diagnostiquées. Et donc voilà, les estimations qu'on peut faire sur les personnes non diagnostiquées. En 2018, on estimait que globalement, il y avait environ 24 000 personnes qui vivaient avec le VIH sans le savoir. Un tiers étaient des femmes, 2 tiers des hommes.
Les HSH nés en France représentaient 25% des personnes non diagnostiquées, les HSH nés à l'étranger 10%. Les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger représentaient 25% des personnes non diagnostiquées, les hommes hétérosexuels nés à l'étranger près de 20%. Et parmi les personnes nées à l'étranger, hétérosexuelles, la grande majorité était née en Afrique subsaharienne. Ensuite, parmi les personnes hétérosexuelles femmes nées en France représentaient 6% des personnes non diagnostiquées et les hommes nés en France hétérosexuels 10%. Et enfin, les personnes usagères de drogues injectables 1%. Donc ça, c'est les nombres. Le nombre de personnes non diagnostiquées réparties pour chacun des groupes d'exposition. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de rapporter ces nombres à la taille de chacun des groupes pour pouvoir faire des comparaisons entre groupes. Donc, on utilise plusieurs sources de données pour avoir une estimation de cette taille de chacun des groupes. Et ensuite, donc, on divise le nombre de personnes non diagnostiquées par la taille du groupe pour avoir ce que vous avez dans la colonne de droite, pour avoir la proportion de personnes non diagnostiquées pour 10 000 personnes. Et bien sûr, il y a certaines tailles de population qui restent incertaines, comme les HSH, donc, comme les usagers de drogues injectables. Parce que là, ça va reposer non seulement sur des enquêtes qui ne sont pas forcément menées de façon fréquente, donc on a peu de données, mais aussi ça va reposer en fait sur des définitions. C'est quoi un HSH? C'est quoi un usager de drogue injectable? Donc on pourrait y revenir dans la discussion si vous voulez, mais il faut savoir que ces tailles de population pour ces deux groupes, HSH et usagers de drogue, sont très incertaines et sont peut-être sous-estimées. Et donc si on sous-estime les tailles de population, en fait, on va peut-être surestimer ce que je vais vous présenter maintenant, les proportions pour ces groupes, les HSH et les usagers de drogue injectables. Donc, si on regarde les proportions de personnes non diagnostiquées pour 10 000 personnes, ici, globalement, j'ai un chiffre d'environ 6 pour 10 000, ce qui veut dire que si je prends 10 000 personnes au hasard dans la population, je devrais en trouver 6 qui sont infectés et qui ne le savent pas. Si on regarde ces chiffres pour les HSH, qu'ils soient nés en France ou nés à l'étranger, on a des chiffres, des proportions beaucoup plus importantes. On est plus, en fait, autour de 2% pour les HSH et 5% pour les HSH nés en France et pour les HSH nés à l'étranger, plutôt 5%. Donc des proportions beaucoup plus élevées, même si sûrement qu'on surestime un petit peu ces proportions. Et ensuite, on voit des proportions également élevées pour les personnes hétérosexuelles nées en Afrique subsaharienne. On est plutôt autour de 1% pour les femmes et un peu plus de la moitié d'1% pour les hommes. Et enfin également pour les usagers de drogues injectables. On est autour de 0,25%. Et si j'avais montré les estimations là, pour les usagers de drogues injectables nés à l'étranger, on se rapproche plutôt du 1%. Donc voilà pour les estimations du nombre de personnes non diagnostiquées. Et donc ce que j'ai dit, voilà, c'est que pour certains groupes, ces estimations, en tout cas des proportions, sont sûrement surestimées pour les HSH. Et peut-être également pour les personnes qui sont nées à l'étranger, parce que comme je l'ai dit auparavant, toutes les infections ne surviennent pas forcément sur le territoire en France. Et donc la personne non diagnostiquée, elle ne va pas forcément être tout le temps là sur le territoire en France, mais elle va être à un moment non diagnostiquée sur le territoire en France. Donc peut-être qu'on surestime aussi à cause de ce phénomène les proportions chez les personnes nées à l'étranger. Donc si je fais un petit résumé et une petite conclusion rapide pour le niveau national en France, ce que je vous ai dit, c'est qu'en 2010, il y avait plus de 170 000 personnes vivant avec le VIH. Près des 3/4 de ces personnes avaient une charge virale contrôlée. L'épidémie touche tous les groupes de population, mais il y a certains groupes qui sont plus affectés que d'autres. Les HSH, qu'ils soient nés en France ou nés à l'étranger. Les personnes hétérosexuelles nées en Afrique subsaharienne et les usagers de drogues injectables, notamment ceux qui sont nés à l'étranger. On peut observer une baisse de l'incidence et du nombre de personnes non diagnostiquées chez les HSH nés en France. Donc ça, c'est plutôt un signal positif. Mais malgré ça, il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce qu'on a un accès au traitement qui reste tardif à cause de ce que j'ai dit du délai entre infection et diagnostic qui reste long. Donc des défis à relever, c'est quoi? C'est faire en sorte, c'est non seulement les nombres, mais les nombres aussi rapportés au nombre de personnes qui habitent dans chaque région. Donc plutôt les proportions de personnes non diagnostiquées pour 10 000 habitants. Et c'est ce que vous voyez sur la carte de droite.
Et si on regarde maintenant ces nombres de personnes non diagnostiquées pour 10 000 habitants, on voit une autre information. Puisque les territoires en rouge maintenant sont les territoires les plus affectés en termes donc de proportion de personnes non diagnostiquées. Et on voit que les territoires les plus affectés sont les territoires d'outre-mer, donc la Guyane, les DFA avec la Martinique et la Guadeloupe. Donc voilà, on voit donc une autre information à partir de cette carte. Et donc on n'avait pas d'estimation ni pour la Corse ni pour Mayotte. Pour la Corse, c'est parce qu'en fait le nombre de personnes qui sont nouvellement diagnostiquées reste relativement faible et on n'arrive pas à faire d'estimation. Pour Mayotte, c'est parce qu'en 2014, on n'avait pas assez de recul par rapport aux données collectées, parce que les données sur la déclaration obligatoire existent, en tout cas nous, ce dont on dispose, depuis 2010. Donc on n'avait pas assez de... Voilà, il nous fallait en fait, pour pouvoir produire ces estimations, il nous faut presque une dizaine d'années en fait de données sur les personnes qui découvrent leur séropositivité. Donc là, à cette époque-là, on n'avait pas d'estimation pour Mayotte. Et ce qu'on pouvait voir, bien sûr, à partir de ces cartes, c'est que l'épidémie était hétérogène. Elle n'est pas homogène sur le territoire en France. Et si on regarde ensuite ce qui se passe dans chacun des territoires, il peut y avoir des spécificités en fait au niveau local, même si les populations les plus affectées sont souvent les mêmes, ça reste les HSH et les personnes hétérosexuelles nées à l'étranger, mais on voit quand même des petites différences, par exemple en région PACA, où quand même la proportion de HSH est plus importante que dans d'autres régions, ou bien en Guyane, où là les personnes hétérosexuelles nées à l'étranger, la proportion est plus importante sur ce territoire de personnes non diagnostiquées dans ce groupe. Et donc, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas d'estimation pour Mayotte et pour la Corse. Et donc je vais bientôt vous en présenter. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler en fait de ce qu'on a pu produire pour Mayotte, grâce en fait aux données qui sont collectées par Santé publique France sur les déclarations obligatoires, donc sur les personnes qui découvrent leur séropositivité. Donc pour la région Mayotte, à partir des données de 2017, j'ai pu faire estimer qu'il y avait environ 140 000 personnes âgées de 15 à 64 ans. On estime que le nombre de nouvelles infections qui survient en 2018, donc nouvelles infections VIH, était autour de 50 nouvelles infections VIH. En nombre de personnes non diagnostiquées, on estime qu'il y avait plus de 200 personnes, donc 220 presque personnes non diagnostiquées pour le VIH, ce qui donne un taux pour 10 000 à 15,6. Et on a pu estimer également que le délai donc global médian entre infection et diagnostic du VIH était de 3,7 ans. Donc ça veut dire que 50% des personnes vont découvrir leur séropositivité plus de 3,7 ans après leur infection et 50% avant. Et ce délai diffère, comme on peut le voir sur tous les territoires, entre les femmes et les hommes. Chez les femmes, on a pu estimer qu'il était ce délai médian à 2,6 ans, donc il est plus court. Voilà. Et chez les hommes, on ne peut pas l'estimer directement, mais vu que le délai global est à 3,7 ans, si le délai pour les femmes est à 2,6 ans, ça veut dire que pour les hommes, il est à beaucoup plus que 3,7 ans. Donc beaucoup plus long, ce délai entre infection et diagnostic. Donc, voilà pour les premières estimations. Donc ça me permet de compléter la carte que je vous ai présentée, en ayant maintenant des couleurs pour Mayotte. Donc ici, comme c'est la carte en fait où c'est les nombres de personnes non diagnostiquées, Mayotte apparaît en bleu ciel puisque le nombre de personnes non diagnostiquées à Mayotte est à environ 200, d'accord, 220. Par contre, si on regarde donc le taux pour Mayotte, on a vu que je vous ai dit que le taux était à 15,6 pour 10 000, donc on a un taux qui donne une couleur rouge, donc un des départements, donc une des régions les plus affectées, au même titre que, un peu plus élevé même que la Martinique et un peu plus bas que la Guadeloupe. Donc un territoire qui reste un des plus affectés en France. Donc ça, sur cette figure, vous pouvez voir des estimations du nombre de nouvelles infections qui se seraient, donc, pour Mayotte, entre 2010 et 2018. Donc l'estimation moyenne et l'incertitude. Donc il y aurait eu une augmentation de l'incidence, d'après les chiffres qu'on peut utiliser de diagnostic. Après, est-ce qu'il s'agit réellement d'une augmentation de l'incidence ou est-ce que c'est parce que le système de surveillance se met en place et que les données, du coup, au début des années 2010, ne sont pas forcément ce qu'elles devraient être.
Donc voilà, ça j'imagine que Santé publique France peut commenter sur ça. Néanmoins, si on se focalise sur la tendance, on va dire, récente, voilà, on voit qu'il n'y a pas de baisse. Voilà, c'est un nombre de nouvelles infections qui reste stable et on a donc autour de 50 nouvelles infections qui surviennent chaque année. Si on regarde maintenant ces estimations de nombre de nouvelles infections par sexe, donc en bleu, c'est les femmes, en noir, c'est les hommes, on voit qu'il y a une petite majorité quand même de nouvelles infections qui survient chez les femmes. On a 30 nouvelles infections chez les femmes en 2018 versus 24 chez les hommes et des tendances qui restent, on va dire, similaires chez les hommes et les femmes, on va dire des tendances relativement stables sur les dernières années. On voit quand même donc ce que je vous ai dit, une majorité de femmes. Ensuite, ici, vous avez donc à nouveau les estimations d'incidence, donc globales toujours. Et ici, ce que j'ai représenté en vert, c'est les estimations pour les hommes et femmes hétérosexuels nés à l'étranger. Donc, des estimations qui restent stables pour le passé récent. Et donc, sur les 54 nouvelles infections qui seraient survenues, 36 seraient survenues chez des personnes nées à l'étranger. Donc, une majorité quand même de nouvelles infections chez les personnes nées à l'étranger. Donc, comme je vous l'ai dit, ce nombre de nouvelles infections qu'on estime, ce n'est pas forcément produit sur le territoire à Mayotte, mais tout de même, on sait quand même, il y a des études qui ont été menées en Île-de-France, l'étude parcours, mais également en Guyane, qui ont montré quand même qu'un nombre non négligeable des infections que l'on peut diagnostiquer chez des personnes qui sont nées à l'étranger, donc on diagnostique sur le territoire français, qu'un nombre non négligeable de ces infections seraient survenues après la migration. Notamment, l'étude de parcours a montré, selon les hypothèses que l'on fait, qu'un tiers à 50% des infections donc, seraient survenues après la migration en France. Et une étude en Guyane a montré que chez les personnes donc, nées à l'étranger en Guyane, diagnostiquées avec le VIH en Guyane, une majorité également de ces infections seraient survenues donc en Guyane et non pas avant la migration en Guyane. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. À nouveau donc ces estimations de nombre de nouvelles infections au niveau global et ici ce que j'ai représenté c'est les estimations qu'on a pu faire donc pour des groupes d'exposition. En orange c'est les femmes hétérosexuelles. En gris, c'est les hommes hétérosexuels et en rouge, c'est les HSH. Donc on peut voir que quand même une majorité d'infections surviennent chez les femmes hétérosexuelles. Ensuite, on a les hommes hétérosexuels et enfin les HSH. Et que ces tendances, voilà, ça reste stable pour chacun des groupes. Donc ça, c'était les estimations de l'incidence, du nombre de nouvelles infections. Et donc maintenant, je vais parler des estimations du nombre de personnes non diagnostiquées. Ce que je vous ai dit, c'est que globalement, on estime que pour Mayotte, il y avait 219 personnes non diagnostiquées. Comment elles se répartissent selon le sexe? 42% seraient des femmes et 58% seraient des hommes. Et donc là, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, c'est une majorité d'hommes. Et pourquoi on a une majorité d'hommes chez les personnes non diagnostiquées alors qu'on a une majorité de femmes chez les personnes qui sont nouvellement infectées? Mais c'est parce qu'en fait le délai entre infection et diagnostic est très long chez les hommes. Donc en fait, même si le nombre de nouvelles infections chez les hommes est plus bas que chez les femmes, vu que les hommes mettent plus de temps à être diagnostiqués, il constitue une plus grande partie en fait, de l'infection non diagnostiquée. Parmi les personnes non diagnostiquées, donc les personnes hétérosexuelles nées à l'étranger, hommes et femmes, représenteraient 62% des personnes non diagnostiquées. Les personnes hommes et femmes hétérosexuelles nées en France, 24%. Les hommes hétérosexuels, 43%, et les HSH, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, 15%. Donc ça, c'est les nombres et leur répartition selon leur groupe d'exposition. Et donc, comme auparavant, ce que j'ai essayé de faire, c'est de calculer une proportion de personnes non diagnostiquées pour 10 000, sachant que, voilà, en essayant d'avoir une taille de population pour chacun des groupes, sachant qu'ici, bon, il y a une grande incertitude chez la taille de population que j'ai pu utiliser pour les HSH. Ce que j'ai utilisé, c'est en fait
la proportion nationale qui avait été en fait déclarée dans une enquête contexte sur la sexualité en France. Il y avait 1,6% des hommes qui avaient déclaré avoir eu un rapport sexuel avec un autre homme au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est la proportion au niveau national. Donc j'ai utilisé la même chose pour Mayotte. Et c'est sûrement pas exactement ce qu'il en est, mais c'était pour avoir, voilà, pour avoir un chiffre. Et donc, voilà, une taille très incertaine. Et bien sûr, si cette proportion est plus importante, eh bien, la taille de la population est plus importante et ça veut dire que le taux est plus bas. Si cette proportion que j'ai utilisée, elle surestime, ben au contraire, ça veut dire que cette taille de population, elle surestime et donc là, que j'ai une proportion qui est sous-estimée. Donc voilà les limites en fait de l'estimation de la taille de population pour les HSH et donc de la proportion. Néanmoins, si on regarde ces proportions, ici dans la colonne de droite, donc globalement, pour 10 000 personnes à Mayotte, si on teste 10 000 personnes au hasard, on devrait en trouver 15 qui sont non diagnostiquées. Pour les femmes, on est plutôt à 14 pour 10 000, pour les hommes à 17 pour 10 000. Pour les femmes et hommes hétérosexuels nés à l'étranger, on est à 17, presque 18 pour 10 000. Les hommes et femmes hétérosexuels nés en France, on est à 8 pour 10 000 environ. Pour les hommes hétérosexuels, on est à 13 pour 10 000. Et pour les HSH, même si donc, le nombre de personnes non diagnostiquées est relativement faible par rapport à l'ensemble du nombre de personnes non diagnostiquées, vu que la taille de population, même si je me trompe ici, elle est faible, on a quand même des proportions qui restent très élevées. On est plutôt autour de 2-3%. Et donc, si maintenant on compare ces proportions-là pour Mayotte à ce qu'on peut observer au niveau national en France, donc là c'est pour Mayotte, ce que je viens de vous présenter, et là c'est au niveau national en France, et ce qu'on peut voir, c'est que globalement, quand même, le taux la proportion de personnes non diagnostiquées pour Mayotte est 2 à 3 fois supérieure au taux national en France. C'est également le cas pour les femmes. On est 3 fois supérieur au niveau national. Pour les hommes, on est plutôt 2 fois supérieur. Pour les personnes nées à l'étranger, on est plutôt assez similaire à ce qu'on peut voir au niveau national en France. Pour les personnes nées en France, on est plutôt 4 fois supérieur, plus que ça. Je me suis trompée, 5. Oui, plutôt 6 fois supérieur en fait à ce qu'on peut voir au niveau national en France. Pour les hommes hétérosexuels, on est également 3 fois supérieur à ce qu'on peut voir au niveau national en France. Et pour les HSH, on a plutôt des proportions qui sont similaires à ce qu'on peut voir au niveau national en France. Rapidement, pour finir, pour faire un petit peu une comparaison rapide avec les autres départements d'outre-mer. Ici, c'est ce que j'avais présenté quand on avait des données, enfin voilà, pour les autres départements et pas pour Mayotte. Donc vous avez la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Donc voilà, donc vous avez les chiffres pour chacun des territoires en colonne. Là, vous avez le nombre ici de personnes non diagnostiquées. Ici, vous avez la proportion d'hommes parmi les personnes non diagnostiquées. Ici, vous avez les taux, donc les proportions de personnes non diagnostiquées pour 10 000. Et ici, vous avez les délais entre infection et diagnostic, pour les femmes d'abord, pour les hommes après. Donc voilà, pour chacun des départements, d'accord. Et donc ce qu'on peut rajouter maintenant, aujourd'hui, c'est Mayotte. Même si les estimations n'ont pas forcément été produites pour la même année, mais bon, elles ne changent pas énormément d'une année sur l'autre. Pour les autres territoires, c'est des estimations pour 2016 et pour Mayotte, c'est des estimations pour 2018. Donc, ce que peut voir pour le nombre de personnes non diagnostiquées, voilà ce que je vous ai dit, c'est Mayotte, c'est environ 220 personnes non diagnostiquées. Voilà, c'est un peu plus que la Réunion, un peu moins que la Martinique et que bien sûr que la Guadeloupe et la Guyane en nombre. En proportion d'hommes, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une proportion d'hommes plus faible quand même à Mayotte que sur les autres territoires en général, enfin que pour la Martinique et pour la Guadeloupe, et on a une proportion du coup qui est similaire à ce qu'on peut voir à la Guyane. En termes de taux, donc de proportion de personnes non diagnostiquées pour 10 000, ben on voit que ce que je vous ai dit, que Mayotte du coup a des taux élevés, bien plus élevés que la Réunion, plus élevé un petit peu peut-être par rapport, même si les intervalles de confiance sont larges, par rapport à la Martinique. Et voilà, on se situe entre la Martinique et la Guadeloupe. Au niveau des délais,
Pour les femmes, on peut voir quand même que les délais sont relativement similaires sur les territoires. Et pour les hommes, bien sûr, voilà, les délais restent longs. Et à Mayotte, c'est la même chose. Voilà, ce que je vous ai dit, on a des taux importants et une proportion d'hommes relativement faible par rapport voilà, à ce qu'on peut voir sur les autres territoires, à part pour la Guyane. Et ce que j'ai mis ici, c'est simplement pour, voilà, en fait, c'est la répartition des nouveaux diagnostics sur les années 2014, 2015, 2016. C'est pour voir un petit peu les différences d'un territoire à l'autre. On peut voir que voilà, parmi les personnes diagnostiquées, le pourcentage d'HSH est relativement faible, même si on a vu que si on regarde, si on prend en compte la taille de la population des HSH, ça fait des taux élevés. Mais si on regarde parmi les diagnostics, parmi les personnes qui sont diagnostiquées avec le VIH, il y a 10% d'HSH à Mayotte. Il y avait environ un tiers de personnes hétérosexuelles nées en France et plus de la moitié de personnes nées à l'étranger. Et on voit que si on regarde par rapport à la Réunion, c'est des répartitions qui sont très différentes. En Réunion, on voit quand même, à la Réunion, on voit plutôt qu'on a un tiers d'HSH et majoritairement des personnes qui sont nées en France, parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité, et peu de personnes nées hors de France. C'est très différent également de ce qu'on peut voir voilà, en Martinique et en Guadeloupe. Et voilà, ça se rapproche enfin, peut-être un peu plus de ce qu'on voit enfin, en Guyane, où la proportion d'HSH est faible et on a une proportion de diagnostic chez les personnes nées à l'étranger élevée. Pour finir, je vous ai parlé en fait du nombre de personnes non diagnostiquées. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir une estimation, mais c'est une estimation provisoire, hein, une estimation du nombre total de personnes vivant avec le VIH à Mayotte. Et avoir une cascade également. Et c'est provisoire. Parce que, bon, bref, je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, là, avec ces chiffres que j'ai pu obtenir, j'estime qu'il y a plus de 500 personnes qui vivent avec le VIH en France. Ça fait une prévalence, si je prends que les adultes, enfin les 15-64 ans, ça ferait une prévalence de 4 personnes pour 1000. Donc, comment j'ai obtenu ce chiffre? Donc, j'ai utilisé l'estimation du 219 personnes non diagnostiquées. À partir des données de la cohorte FHDH que je vous ai parlé en introduction, donc des personnes qui sont suivies pour le VIH, il y avait dans cette cohorte en 2018 234 personnes prises en charge pour le VIH à Mayotte. J'ai pu estimer aussi qu'il y avait 65 personnes qui avaient été diagnostiquées mais qui ne sont pas encore suivies. Par contre, je n'ai pas d'estimation sur le nombre de personnes perdues de vue. Donc c'est une borne inférieure, c'est 518 personnes. Il y en a sûrement plus. Néanmoins, si on utilise ces chiffres pour avoir une cascade de la prise en charge, voilà ce que ça donne pour 2018. Parmi les personnes vivant avec le VIH, j'en avais que 58% qui étaient diagnostiquées. Et parmi les personnes vivant avec le VIH, j'en avais que 40% qui avaient une charge virale indétectable. Je n'ai pas pu faire la barre traitée, parce que voilà, les données que j'avais dans la FHDH, elles n'étaient pas forcément cohérentes entre traité et charge virale indétectable. Et bon, bref, j'ai préféré utiliser les données pour la charge virale indétectable. Et ce qu'on peut dire, c'est que bon, cette deuxième partie de la cascade, ça va, elle reste relativement correcte, on va dire, entre la proportion de personnes traitées. Une fois diagnostiquées, la proportion des personnes qui sont traitées, et une fois les personnes traitées, la proportion qui ont une charge virale indétectable. Par contre, on voit que voilà, au terme de ce premier pourcentage est faible. Donc je résume et je conclus. Pour Mayotte, plus de 200 personnes non diagnostiquées, un taux élevé, 2 à 3 fois supérieur que le taux national. On a une majorité d'infections, parmi les nouvelles infections, une majorité c'est des femmes. Par contre, parmi les personnes non diagnostiquées, une majorité c'est les hommes. Et ça, c'est dû au délai long entre infection et diagnostic pour les hommes. Parmi les nouvelles infections, mais également parmi les personnes non diagnostiquées, on a une majorité quand même de personnes qui sont nées à l'étranger. Peut-être que toutes ces infections ne sont pas survenues à Mayotte, mais il y a sûrement, comme sur les autres territoires, une proportion non négligeable qui sont survenues à Mayotte. Mais ça reste encore inconnu, en tout cas pour Mayotte. Toutes les populations sont affectées, et bien sûr, il y a des populations qui sont plus affectées que les autres. Si on ramène à la taille de la population, on a pu voir qu'une des populations les plus affectées, c'est les HSH. Ensuite, on a les personnes hétérosexuelles nées à l'étranger et également les personnes nées en France avec des taux qui sont quand même, pour les personnes nées en France, voilà, bien supérieurs à ce qu'on peut voir au niveau national. Des délais qui restent longs et beaucoup plus longs pour les hommes. Une cascade de la prise en charge voilà, provisoire en 2018, mais qui montre voilà, un faible pourcentage de personnes diagnostiquées.
Et ce que j'ai pas pu estimer, c'est voilà, c'est les personnes qui ont été prises en charge et potentiellement ensuite qui ne le sont plus, les personnes perdues de vue. Bien sûr, mais les défis à relever, ça reste les mêmes. Hein. C'est réduire ce délai entre infection et diagnostic et augmenter en fait la couverture en prévention pour réduire en fait le nombre de nouvelles infections. Et donc, je pense que c'est important, après que vous exploitiez les données au niveau local. Donc là, c'est des données pour Mayotte, voilà, pour le territoire de Mayotte, donc des données sur la déclaration obligatoire. Ensuite, pour aller peut-être au niveau encore plus fin, ce qui peut être fait, à mon avis, c'est les données ensuite qui sont collectées lorsque la personne elle est prise en charge. Et là, vous pouvez avoir des choses encore plus fines, peut-être au niveau territorial, si vous exploitez ces données. Donc, je vous remercie pour votre attention et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, j'arrête de partager mon écran. Merci beaucoup, Virginie. Je vais laisser la parole à Frédéric Viau pour modérer cette partie, donc gérer les questions-réponses. Merci Virginie pour cette présentation extrêmement claire. Ça va vraiment dans le sens de ce qu'on a pu évoquer ce matin. Comme on n'a pas beaucoup de temps, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne déjà 5 minutes pour les questions de compréhension ou de précision, et puis ensuite on passera à la partie débat. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent... Bonjour, donc je suis Pauline, infirmière en infectio au CHM. Je voudrais juste savoir comment ça se fait qu'on n'ait pas eu de données sur Mayotte avant 2014, visiblement, étant donné que c'est un département depuis 2011. Alors, moi, ce que je fais, en bref, à notre niveau, nous, on utilise donc les données qui sont collectées par Santé publique France. Ce que nous, on peut voir, c'est que, du coup, la collecte de ces données, en tout cas sur les personnes qui découvrent leur séropositivité, a commencé en 2010. Et donc, après, nous, pour pouvoir faire des estimations, on ne peut pas faire des estimations avec, en fait, quand on n'a pas assez de recul, en fait. Donc, il nous faut, on va dire, une dizaine d'années d'observation, en fait, pour pouvoir faire une estimation, en fait, sur le nombre de personnes non diagnostiquées, sur l'incidence. Donc, donc après, vu que les données ont commencé à être collectées en 2010, donc quand on a commencé à faire des estimations régionales, ça, on a commencé au milieu des années 2010, et donc quand on a fait les estimations pour l'année 2014, on n'avait que, on va dire, donc 4 ans pour Mayotte, donc on ne pouvait pas faire d'estimation. Aujourd'hui, en tout cas, les données sont... Le recul est suffisant, et donc voilà, aujourd'hui, les estimations peuvent être effectuées pour ce territoire-là. Et voilà, c'est la première fois qu'on pouvait en faire. Et après, dans les années dans le futur, j'espère qu'elles pourront être reproduites. Ok, merci pour la réponse. Oui, donc juste pour rajouter un petit peu par rapport à ce qui a été dit, déjà je confirme, en fait ici à Mayotte, nous à Santé publique France, on exprime les données par million pour pouvoir se comparer par rapport aux autres départements. Et c'est vrai que les données qui étaient présentées, c'est des données jusqu'à 2018. Nous, on a sorti les données jusqu'à 2020 et on avait vu par exemple à Mayotte, on était au même niveau qu'à l'Île-de-France, puisqu'on était à 164 découverte de séropositivité par million d'habitants. Donc c'est vrai que le million, c'est justement pour pouvoir se comparer. Après, je pense que Virginie a répondu, mais c'est vrai que nous, à Santé publique France, c'est à partir de 2014 qu'on a commencé vraiment à avoir des données stabilisées. Donc c'est pour ça que nous, nos exploitations, même dans nos BSP, on commence à partir de 2014. Et juste aussi pour finir, c'est vrai que là, il y a eu l'estimation de la prévalence. Nous, on avait lancé une étude, l'étude UNONO. Bon, on commence à avoir les premiers résultats. Et là, à partir de cette étude, on va pouvoir aussi donner la prévalence du VIH. Je pense qu'on est un peu, bon, même si un peu en dessous, mais en tout cas, on est un peu dans
dans cet ordre de grandeur. Voilà. Après, moi, j'ai pris que les adultes. Bon, et puis c'est une estimation, voilà, enfin, provisoire, hein, enfin, voilà, enfin, avec le nombre, enfin. Et puis bon, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que j'ai pris les chiffres de 2018 pour les nombres de personnes prises en charge, et j'ai correspondu avec une personne à Mayotte qui avait des données plus récentes qui montrent aussi quand même que le nombre de personnes prises en charge a beaucoup augmenté en fait aussi entre 2018 et 2024. Donc je pense quand même que c'est plutôt une estimation basse que je donne ici en termes de nombre, hein. Voilà. Mais c'est un début. Est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension, de précision? Sinon, je vous propose de passer au débat. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais je trouve que les chiffres mettent vraiment en avant la question des déterminants sociaux de santé, des représentations culturelles aussi. On note particulièrement le retard aux soins pour les hommes hétérosexuels. On sait que si les femmes sont mieux diagnostiquées, c'est parce qu'il y a le suivi de grossesse qui est là, mais enfin, hommes hétérosexuels étrangers. Je pense que la question effectivement du suivi et de l'accès à la santé pour les personnes sans papier est vraiment primordiale à Mayotte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de réagir là-dessus ? Oui, bah, moi du coup ce qui m'interpelle surtout c'est le nombre de personnes qui ne se déclarent pas comme étant homosexuelles ou HSH, qui est vraiment très très élevé. Et ben, moi qui côtoie du coup les patients tous les jours, je remarque que c'est vraiment un tabou et quelque chose qui n'est absolument pas mentionné, qui est vraiment vraiment honteux et caché. Même avec nous, l'équipe soignante, qu'on voit quand même, on les voit régulièrement. C'est vraiment, on a des patients qu'on se doute, qu'on sait qu'ils ont eu un jour ou l'autre, ou qu'ils ont des relations sexuelles avec des hommes, et que même à leur médecin, ils continuent de nier, à l'infirmière, ils continuent de nier, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus que la vision de l'homosexualité à Mayotte impose à ces personnes de le cacher, même quand c'est bénéfique pour leur santé. Donc voilà, c'était juste pour exprimer ça. Oui, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a un vrai biais, au même titre que la frontière entre hétéro et homo peut être assez poreuse, dans la mesure où je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui... pour acheter leur paix sociale, finalement, se marient, ont des enfants et ont quand même une sexualité homosexuelle en parallèle. Donc il y a beaucoup de bisexualité, finalement. Alors je sais que c'est bientôt l'heure d'aller déjeuner, mais est-ce que d'autres personnes ont envie de réagir ? Oui, Virginie, bonjour, c'est François Dabis à l'appareil. Merci beaucoup et merci d'avoir fait cet effort de présenter les données, enfin d'avoir ces estimations pour Mayotte qui n'existaient pas jusqu'à présent. Moi, à l'évidence, maintenant, le modèle qui est utilisé et la manière de l'interpréter sont assez robustes. On sait très bien le faire. Et le facteur limitant, c'est la rapidité avec laquelle les données sont disponibles. Et je voulais savoir dans ta vision des choses, maintenant que tu es un petit peu sorti du quotidien de ça, est-ce qu'on pourrait pas, parce qu'il y a 3 sources de données finalement, les données qui viennent de la déclaration obligatoire, les données qui viennent des personnes prises en charge et puis les données de l'assurance maladie. Est-ce qu'on pourrait, parce qu'aujourd'hui ça permet de faire un diagnostic très clair qui permet à court terme de voir à peu près où sont les marges d'amélioration. Mais vu la multiplicité des services qu'on va prodiguer, je pense à la PrEP en particulier ici, mais à d'autres choses et au dépistage, on pourrait imaginer que les choses évoluent vite et plutôt dans le bon sens. Comment est-ce qu'on pourrait faire, selon toi, pour raccourcir les boucles de production et d'accès aux données qui permettraient après à ceux qui sont dans l'équipe que tu as, où tu as été, de produire des choses plus régulièrement que ce qui est fait là? Honnêtement, une bonne question, mais voilà, j'ai pas la réponse. Je sais pas, peut-être que ce qui s'est passé ce qui se passe encore pour le Covid va permettre de faire en sorte que
les données en général en fait, soient collectées. Enfin, collectées, voilà, soient collectées, hein, et ensuite mises à disposition plus rapidement. Je sais pas, parce que moi je pense, enfin bon, il y a plusieurs sources de données. Je sais que quand même Santé publique France a eu quand même, enfin en tout cas peut-être pas sur tous les territoires, mais sur beaucoup de territoires, a eu quand même du mal en fait ces dernières années à faire en sorte que cette déclaration obligatoire soit faite et soit bien faite. Et du coup, ça demande beaucoup d'efforts ensuite à Santé publique France pour pouvoir ensuite corriger ces données, parce que vu que ces données elles sont imparfaites ensuite, eh bien voilà, il y a un grand effort de correction. Donc ça prend du temps déjà. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que les systèmes d'information qui ont été mis en place pour Covid vont permettre d'améliorer ça? Je ne sais pas, peut-être. Ensuite, moi je pense qu'il y a une autre source de données qui est sous-exploitée, c'est les données que vous avez dans l'écorévis sur la prise en charge. Des données en général qui sont plus en fait mises à disposition, qui peuvent être mises à disposition beaucoup plus en temps réel. Bien sûr, c'est des données qui ont leurs limites, qui, par rapport à Santé publique France et les données de la déclaration obligatoire, on n'a pas ce code d'anonymat, enfin, on n'a pas peut-être la personne, elle n'est pas forcément enregistrée une seule fois. Donc ça, c'est une des limites des données. Mais bon, tant bien même, je pense que c'est des données qui sont intéressantes et qui sont disponibles de façon plus rapide. Et en plus, à partir de ces données aussi, on essaie de faire des travaux dans certaines régions, notamment en Île-de-France, mais d'aller encore à une échelle plus fine, parce que là, avec les données qu'on a de la DO, on peut aller au niveau du département, on ne peut pas aller plus bas. Et par contre, quand vous prenez la personne en charge, du coup, vous pouvez avoir des informations plus fines sur la catégorie socio-professionnelle, en fait, d'autres informations sur la personne, également sur son lieu de résidence, et du coup, aller à une échelle encore plus fine. Et donc, je pense que ça, c'est des données qui ont été sous-exploitées, en tout cas pour l'épidémiologie, en tout cas, jusqu'ici, et qui sont pourtant intéressantes à exploiter. Donc voilà. Donc je pense que voilà, il faut continuer bien sûr la déclaration obligatoire, elle est très importante. J'espère qu'elle va pouvoir se faire de façon plus facile dans le futur. Mais en parallèle, à mon avis, il y a ces données en fait de prise en charge qui doivent être plus exploitées. Pardon. Juste dire que sur le deuxième point, c'est très intéressant ce que tu dis et je pense qu'il faut y réfléchir ici comme ailleurs. Sur le premier point, c'est quasiment acquis que dès 2022-2023, des systèmes assez proches de ceux qui ont été utilisés pour la Covid, là, le système CIDEP, vont être utilisables pour d'autres infections. Et le VIH ou VIH-IST font partie des candidats, des maladies candidates. Encore en tout cas, Santé publique France défend pour être les premiers à passer à ces nouveaux systèmes ultra rapides. Donc là, la décision est prise maintenant. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit en deuxième, madame, sur les données du corps VIH. Alors effectivement, c'est des données qui sont tout à fait sous-exploitées et sous-référencées pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas de corps VIH à Mayotte, on n'a pas de technicienne corps VIH à Mayotte, et que la personne qui s'occupe de mettre ces données dans le dossier corps VIH, c'est moi. Donc infirmière qui s'occupe des patients, et qu'en termes de temps et en termes de précision, c'est très très compliqué à mettre en place avec le peu de ressources humaines qu'on a. Depuis quelques mois, on essaye d'énormément améliorer le dossier, mais c'est quelque chose qui est très très chronophage et qu'on sait qui est très important, mais on ne peut pas le laisser empiéter sur le temps que ça nous prend pour traiter le patient, et que donc je suis tout à fait d'accord que ces données elles sont malheureusement trop peu précises, mais en termes de priorité actuellement, tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour avoir plus de données à ce niveau-là. Non, mais bien sûr, ça c'est dans l'idéal, mais après, je pense il faut à mon avis qu'il y ait des regroupements, qui doivent être faits, parce que après il y a ces estimations, ces données, de toute manière, elles peuvent être exploitées de la même façon dans tous les corévis, donc il faut qu'il y ait en fait peut-être des ressources mises en commun pour qu'il y ait des data managers, des statisticiens qui puissent travailler pour plusieurs corévis en même temps.
voilà, et pouvoir exploiter ces données, parce que comme vous dites, au niveau de chacun des territoires, c'est compliqué d'avoir une personne pour chacun des territoires. Donc, et vous avez d'autres priorités. Mais voilà. Merci. Alors, il nous reste 2 minutes. Une question en ligne. Oui, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est une réaction. Où ils disent que les DO doivent faire partie des missions des Corévis. Là où c'est organisé comme ça, cela fonctionne bien, en triangulant avec nos DMI. Donc, est-ce que il y a quelque chose à rajouter là-dessus, ou c'était juste pour partager donc la réaction en ligne? Bonjour à tous, je suis Souleymane Ebtissam, épidémiologiste à Santé publique France. Je suis référente sur le VIH et IST. Alors, on nous parle beaucoup du retard des données, le fait qu'en 2020, on parle des données de 2019, qu'en 2021, on parle des données de 2020. Il faut bien se rendre compte du travail qu'il y a derrière, qu'il y a un travail de recueil, de nettoyage des données, de validation de données, des complétudes des données. On fait de notre mieux pour pouvoir être à jour des données. Mais en tout cas, les données qu'on sort permettent quand même de suivre l'évolution du VIH ou des IST de manière annuelle. C'est-à-dire en 2021, on va savoir qu'en 2020, on a eu une hausse ou une baisse. Et on essaie de travailler aussi sur la réponse. Dès qu'il y a une hausse, de savoir ce qu'on va faire. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler avec le docteur Niang qui vient d'arriver. Bonjour. Salut. Du coup, les systèmes de surveillance sont constamment... on essaie d'améliorer les systèmes de surveillance. Donc, à chaque fois, dès qu'on peut, on essaie de mettre à jour les données, d'améliorer le recueil des données et aussi la restitution. Mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'à Mayotte, on a un très gros problème de RH, un turnover énorme qui font que... malheureusement, et on a d'autres pathologies, d'autres maladies infectieuses également qui mobilisent beaucoup d'entre nous. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Mais en tout cas, on reste quand même disponible via les mails ou via l'ARS pour répondre aux attentes des uns et des autres. Merci. En tout cas, effectivement, moi je suis plutôt ravie de... La première fois que je suis venue à Mayotte, il n'y avait pas de données du tout. Donc je trouve qu'on a fait un grand pas. Et effectivement, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a toujours des voies d'amélioration. Je suis aussi d'accord sur le fait que les données des Corévis, quand on y a accès, elles donnent vraiment des indicateurs très intéressants, notamment pour le travail de proximité. Et on a du mal, enfin voilà, c'est très inégal l'accès aux données Corévis. Donc ça serait peut-être bien qu'on puisse travailler de manière au niveau national sur ces questions-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est l'heure d'aller déjeuner? Une autre question. Alors, c'est juste pour m'inscrire dans ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, tout à l'heure, on était en train de parler de prise en charge de PPVIH, mais on ne peut pas apporter des éléments de réponse comme on peut décider de mettre en place des actions de prévention. Mais pour apporter des éléments de réponse à la prise en charge des personnes qui sont déjà dans la situation de PPVIH, eh bien, nous avons besoin d'avoir une connaissance vraiment très affinée sur les caractéristiques de ce public pour pouvoir agir efficacement. Donc je rejoins en fait tout ce qui a été dit là, et je dirais même que, avant de parler de prise en charge, je pense que le BABA commence par ça. Voilà, cette connaissance de public, pour éviter d'apporter des réponses au coup par coup, individuellement. Voilà.